Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous en fait cet après-midi. Donc, ça vient d'être annoncé, donc je suis responsable de la recherche, mais je suis surtout par ailleurs associé à ce projet, ce fantastique projet sur l'avenir du christianisme social. C'est une intuition forte d'Élisabeth Garand qui est ici avec nous, notre ancienne directrice générale. Donc, un projet auquel je collabore avec mes collègues Ariane Collin, Patrick Renaud, Élodie Ecobena, Bernard Hudon et Jacques Grenier depuis ma foi, déjà un bon 4 ans. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est un travail de recherche-action sur les forces vives du christianisme social actuel, mais aussi sur ses recompositions. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un travail de mise en réseau, mais aussi un travail de care, pour nourrir, pour soigner les jeunes pousses de ce christianisme social, mais aussi pour soigner des rameaux vieillissants qui sont encore porteurs de sève et d'énergie pour nous, la jeune génération. C'est aussi, et là vraiment c'est l'historien qui parle, là, donc c'est une démarche de réflexion historienne et citoyenne sur les contributions des chrétiennes et des chrétiens aux grandes luttes qui ont façonné le Québec contemporain. Donc, ce qu'on va tenter de situer cet après-midi, c'est une tradition vivante qui se réinvente constamment, qui va fréquemment à la frontière, à la limite, à la rencontre des mondes, comme on l'a dit ce matin, et aussi, je dirais, nourrie par un dialogue intergénérationnel et la composition de notre équipe. Moi, j'ai l'immense bonheur de côtoyer des vétérans dans diverses luttes dans cette maison à tous les jours, et ça me nourrit constamment. L'élément de contexte intéressant, on est en ce moment réunis, on a parlé beaucoup d'extractivisme, on a parlé de capitalisme, on est réunis en ce moment dans la salle qui s'appelle Jean d'Auteuil-Richard. Qui était-il? Il était un jésuite qui s'est fait connaître donc comme le premier rédacteur en chef de la revue Relations. Il s'est fait connaître surtout au moment de la tristement célèbre affaire Silicose, donc un cas patent, vraiment, de capitalisme extractiviste, donc dans une communauté minière du nord, dans les Laurentides, à Saint-Rémy-Namperst. Donc, des dizaines et des dizaines de mineurs et leurs familles, donc fauchés par une poussière minérale qui s'appelle la silice. Donc, c'est cette tradition-là à laquelle vraiment on va tenter d'honorer cet après-midi. Donc, le panel de cet après-midi se situe à la fois, je dirais, au-dedans et en même temps en dehors de la tradition et de l'institution catholique. Donc, au bord de plusieurs mondes, pour faire un clin d'œil au panel de tout à l'heure. Par son exploration du potentiel transformateur de l'écoféminisme et des cosmovisions autochtones ayant maintenu des liens avec la tradition catholique, il interrogera, à mon sens, au moins 3 nœuds théologiques au sein du catholicisme actuel. D'abord, les rapports dominateurs et colonialistes qui ont longtemps conditionné, et conditionnent encore d'ailleurs, les rapports de l'Église catholique avec les peuples autochtones et avec leur vision du monde. Ensuite, le rapport dominateur, patriarcal aussi, que l'Église de Rome continue d'entretenir avec les femmes. Je pense qu'il y a eu un synode des femmes la fin de semaine dernière pour le rappeler. Enfin, le rapport malaisé avec la matérialité, avec la corporalité et aussi avec la sexualité qui sont aussi au cœur de ce monde vivant à défendre. Donc, avant de me lancer dans le vif du sujet, peut-être un travail de mise en contexte. Nous, on aime bien ça, nous autres, les historiens, le contexte. Donc, vous me permettrez de lire mon texte pour essayer d'être dans le temps. Donc, depuis la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François, il ne se passe pas une semaine sans que les organisations catholiques tentent de s'en revendiquer. Personne n'est contre la vertu. Or, je ne suis pas certain que les catholiques d'ici et d'ailleurs ont mesuré le caractère révolutionnaire et contre-culturel de ce que propose le pape dans ce texte. On est très loin de la cueillette sélective. Je vous remercie d'avoir composté par ailleurs. Et on est très loin aussi des panneaux solaires. C'est d'un changement de paradigme dont il est question dans Laudato Si, mais aussi dans Laudato Deum, qui a été publié donc, il y a quelques semaines à part. Donc, cette prise de parole de l'Église n'est pas banale. En regard du caractère hégémonique, on l'a vu ce matin, et presque indépassable du capitalisme extractiviste, colonialiste et écocide.
Ou comme le veut l'adage militant, il semble plus facile d'envisager la mort de la planète que la fin du capitalisme. Ou pour le dire dans les mots du sociologue Max Weber, il y a déjà de ça un siècle. Hein? Donc, la dynamique du capitalisme est telle qu'il risque de se perpétuer jusqu'à ce qu'on ait brûlé la dernière goutte de combustible fossile. Donc, c'est d'autant plus en raison de notre incapacité collective à penser la crise climatique et écologique en d'autres termes qu'un problème à régler. Je pense ici spontanément à la révolution verte des années 50, 60 et 70, hein, qui croyait dur comme fer que des tracteurs à essence, des engrais chimiques et des semences génétiquement modifiées par Monsanto viendraient à bout de la faim et de la pauvreté dans le tiers-monde. Or, ce qu'on sait, c'est que ça a détruit au passage un nombre incalculable de communautés paysannes et des centaines de plantes agricoles indigènes. Donc, c'est des communautés qui ont été arrachées à leur territoire, à leur terroir et à leurs savoirs ancestraux et qui sont finalement venus grossir les rangs du sous-prolétariat urbain dans les bidonvilles et les mégalopoles. Donc, cette posture technocratique est malheureusement très loin d'être révolue. On n'a qu'à penser au mirage du capitalisme vert, hein, des voitures comme la Tesla, ou cette usine dont nous parle notre premier ministre Legault pour fabriquer des piles électriques. On n'a qu'à penser aussi aux COP, hein, aux cibles non contraignantes de réduction de gaz à effet de serre, ou encore aux politiques énergétiques qui restent malheureusement trop souvent sans lendemain. Comme l'évoque le pape François dans son encyclique, cette posture technocratique a pour conséquence l'évacuation presque totale des dimensions éthiques, des dimensions politiques et des dimensions collectives de ce qu'il appelle vraiment la nécessité d'une conversion écologique. Donc, le salut collectif, si on comprend bien ce capitalisme vert-là, ça passerait par le génie de quelques savants qui vont découvrir la pilule qui va finalement absorber tout le carbone, et sinon par l'expertise de quelques hauts fonctionnaires, si bien intentionnés soient-ils et elles. Donc, faisant sienne cette interpellation, ce panel tâchera de mettre en valeur... Oh, non, je saute une page. C'est ça pareil. Donc, l'accent mis sur la technoscience évacue la nécessité d'une authentique, je le disais, conversion écologique et donc d'une transformation radicale de nos manières de produire, de consommer, et j'allais même dire de sentir, de ressentir et d'interagir avec les êtres vivants et avec les êtres non vivants avec lesquels on est intimement et viscéralement liés. Quand le gouvernement Legault, pour ne pas le nommer, relance son projet de troisième lien autoroutier, quand il joue son va-tout sur une usine de batterie, par exemple, il ne fait en définitive que quoi? Célébrer la culture du char et le triomphe de l'auto-solo. Alors que ce dont le Québec a besoin, c'est d'une politique structurante de transport collectif. Or, le même gouvernement qui est capable d'allonger 3 milliards de dollars pour une usine de batterie n'a rien à offrir aux compagnies de transport, par exemple, qui sont en ce moment déficitaires. Et surtout, et vraiment avec le cœur de notre propos, sans mesurer le coût environnemental de cette nouvelle usine, qui risque d'être approuvée sans BAP, qui risque de détruire des terres agricoles et des terres humides dont la valeur est inestimable, et surtout, vraiment, sans reconnaître la valeur intrinsèque de ces êtres vivants qui l'habitent. Donc, dans la comptabilité écologique de notre premier ministre, finalement, on voit vraiment une évacuation, disais-je, donc de ces dimensions symboliques, ces dimensions poétiques, ces dimensions esthétiques, et on a parlé ce matin de ces dimensions, des dimensions métaphysiques et spirituelles de notre rapport au vivant. Et c'est la proposition ici, il importe donc plus que jamais de transformer radicalement notre façon de concevoir, donc, ces rapports au vivant, en reconnaissant la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants.
Loin d'être l'apanage exclusif des religions et des théologies, cette critique de la technocratie et de la technoscience est au cœur donc de la réflexion d'un grand nombre de scientifiques. On vient d'en perdre un en particulier, Hubert Reeves. Hubert Reeves, c'était vraiment un terme transversal de ces dimensions spirituelles. Pensons à David Suzuki, par exemple, et son équilibre sacré. Pensons, par exemple, à Aurélien Barraud, l'astrophysicien français. Donc, que font-ils? Ils critiquent finalement le paradigme cartésien, utilitariste, séculariste, on en a parlé ce matin, et impérialiste, donc qui détermine encore donc, notre rapport au vivant. Des scientifiques agnostiques, mais qui reconnaissent le potentiel transformateur de la spiritualité, capable de transformer, voire littéralement de changer le monde. En 2020, par ailleurs, mes collègues de la revue Relations avaient lancé un numéro qui portait précisément ce titre, La spiritualité pour changer le monde. Et si, effectivement, la spiritualité pouvait vraiment changer le monde? Et si l'une des voies de sortie à ces diverses crises consistait à critiquer la matrice dominatrice et patriarcale du capitalisme extractiviste? Et si on se laissait transformer par les théologies écoféministes? Et si on se laissait aussi rejoindre et interpeller et transformer par les cosmovisions, par exemple, portées par de nombreux premiers peuples? Donc, en tâchant de voir comment ces diverses pensées, ces diverses écoles de pensée, ces diverses théologies peuvent aussi transformer, et c'est ma proposition aussi, radicaliser donc l'enseignement social et écologiste de l'Église catholique qui cherche depuis quelques années à se présenter comme un interlocuteur crédible donc dans les luttes à la fois pour la justice sociale, pour la solidarité internationale et la justice climatique. Donc ce panel, précision par exemple, ce panel va cependant éviter de sombrer dans les visions romantiques, folkloriques, essentialistes et réductrices de ces cosmovisions et spiritualités, en tâchant de restituer à celles-ci toute leur complexité et toute leur unicité. Donc c'est à cette tâche, ma foi colossale, que s'attelleront nos deux panélistes, Martin Hébert, bonjour, et Pierrette Daviau, que je salue d'ailleurs chaleureusement. Donc, dans un premier temps, l'anthropologue Martin Hébert nous conviera à un voyage, littéralement un voyage, donc au Chiapas, dans l'extrême sud du Mexique, à la rencontre des Tzeltal, un peuple maya, à la rencontre des cosmovisions et de la spiritualité métissée de ce peuple autochtone, à la rencontre aussi de pratiques sociales et agroécologiques novatrices de ces campesinos. Dans un deuxième temps, la théologienne Pierrette Daviau nous fera découvrir la pensée théologique et les spiritualités écoféministes développées par des penseuses chrétiennes comme Sally McFagg. Donc, lançons-nous. Vous êtes prêts? Vous avez de l'énergie? Vous avez bien mangé? Donc, je vais d'abord vous présenter Martin Hébert, que je remercie de sa présence. Donc, Martin Hébert est professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. Il a été directeur du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones, ainsi que de la revue Recherche autochtone au Québec. Il est membre du groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine, ici bien représenté. Et depuis ses premières recherches de terrain menées chez les Tzeltal du Chiapas, tiens donc, ses travaux se sont orientés selon deux grands axes. L'étude anthropologique de la mobilisation politique et une réflexion sur les conditions et la nature de la paix, ici entendue comme justice sociale. Vous allez avoir 20 minutes chacun. Oui, 20 minutes chacun. Donc, merci pour l'invitation. La dernière fois que j'ai présenté sur cette scène, Frédéric m'a coupé 10 minutes avant mon temps. Ça ne se reproduira plus. J'étais jeune et très vert. Donc, je suis sur mes gardes. Merci. Évidemment, je pense que Frédéric a bien mis la table en nous mettant en garde contre les visions romantiques quand on parle de cosmovision autochtone. Quand j'ai été invité pour être sur le panel et vous parler de ça, évidemment,
Ça a été ma première réaction en disant, c'est un terme, comme ça a été abondamment discuté cet avant-midi, c'est un terme qui est chargé, dont l'origine est très profondément européenne et très profondément coloniale, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une sorte d'homogénéité dans le rapport à la nature, dans le rapport au monde, etc. Pour faire court et aller dans l'autre sens, espérons-le, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder plutôt un contexte particulier. Si on veut sortir de ces visions monolithiques, en particulier celle de l'autochtone écologique, il n'y a pas d'autre avenue que d'entrer dans des détails spécifiques et des contextes locaux. Et celui dont j'ai choisi de vous parler est, à mon avis, particulièrement intéressant pour ça parce qu'il met en scène différents groupes autochtones en relation les uns avec les autres et où certains de ces groupes-là, les Tseltal dont je vais parler en particulier, ne correspondent pas justement à plusieurs des clichés qui circulent. En fait, on va voir que les Tseltal, et en particulier, encore là, les Tseltal, c'est une entité qui est énorme et très diversifiée. Donc, on va se concentrer particulièrement sur des groupes, ou en fait des familles étendues et des communautés de Tseltal qui se sont installées illégalement à l'intérieur d'une réserve biologique qu'on appelle les Montes Azules, dans le sud du Mexique, justement, dans l'État du Chiapas. Et ces Tzeltales-là se débattent, justement, avec cette tradition, avec les représentations que plein de gens ont à leur propos depuis plusieurs et plusieurs décennies. Et aujourd'hui, revendiquent, en fait, le droit, on pourrait dire, de s'en inventer une cosmovision. Le droit d'innover, le droit d'établir le rapport à la nature, le rapport à l'environnement qui leur convient, et tout ça dans une logique d'autodétermination. Donc, je pense qu'ici, il va y avoir tout au long de la présentation une tension assez importante, justement, entre les attentes que plusieurs groupes ont, plusieurs ONG, gouvernements, y compris le Mexique a créé en 2016 la gendarmerie environnementale qui est en grande partie mobilisée pour patrouiller l'occupation autour et à l'intérieur de grandes réserves naturelles comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est une histoire complexe, mais une histoire à travers laquelle ces groupes particuliers de Tzeltal se trouvent constamment aux prises avec une vision romantisée, idéalisée de ce qu'il devrait être et elle devrait être, et tente de s'en sortir. Donc, parlant un peu du particulier, je pense que ça vaut la peine de faire une petite mise en contexte. La Selva Lacandona, en particulier, la réserve des Montes Azules, sur le propre site du gouvernement, est présentée comme le fantasme de la jungle rendu réalité. Donc, évidemment, c'est une forêt tropicale qui est magnifique, qui fait des super belles cartes postales, qui est un centre d'attrait touristique important et qui représente justement une sorte de vision purifiée, idéalisée d'une nature intouchée. Évidemment, quand on se penche un petit peu sur l'histoire particulière de cette région-là, on se rend compte que cette forêt verdoyante et impressionnante peut tout aussi bien être qualifiée comme ce que certains ont appelé une ruine du colonialisme et du capitalisme. L'histoire coloniale de la Selva Lacandona commence très tôt, après l'arrivée des Espagnols en Mésoamérique. Juste pour vous situer, après les batailles au centre du Mexique par lesquelles Cortés et son armée ont renversé l'aristocratie aztèque, Cortés s'est mis à dépêcher ses généraux, si vous voulez, dans d'autres régions de Mésoamérique. Et la région particulière dont on parle, c'est-à-dire le Chiapas, les hautes terres du Guatemala,
ont hérité, on pourrait dire, peut-être du conquistador le plus sanguinaire et extrême qui côtoyait Cortés, Pedro de Alvarado, qui est descendu de Mexico, on pourrait dire, jusqu'aux hautes terres du Chiapas et du Guatemala, et a instauré littéralement un régime de terreur. Alvarado est devenu le plus grand esclavagiste de Nouvelle-Espagne, avec des politiques complètement, même pas des politiques, là, juste carrément une approche d'éradication et de mise en esclavage des populations qu'ils ont rencontrées. Donc déjà en partant, le corridor emprunté par Alvarado s'est trouvé extrêmement désarticulé, extrêmement dévasté, ce qui fait en sorte que la région qu'on appelle la Selva Lacandona a connu de grandes perturbations qui vont durer jusqu'au 20e siècle pratiquement. Le repeuplement de la région commence, on pourrait dire, au début du 20e siècle, les années 30, 1940, quand premièrement, il y a des transformations régionales qui fait que les grandes plantations de café de cette partie-là du Chiapas ne sont plus productives et les grands propriétaires terriens décident de se reconvertir à l'élevage de bétail. On est à peu près au début du 20e siècle et évidemment, l'élevage de bétail demande beaucoup moins de main-d'œuvre, donc ils vont éjecter une grande partie des populations autochtones qui vivaient en état quasi féodal ou pas loin de l'esclavage sur les plantations de café. Ils vont carrément les mettre à la porte et ces gens-là vont avoir besoin d'un lieu pour s'établir. Parallèlement, il y a un mouvement qui s'amorce, migratoire en fait, entre ce qu'on pourrait appeler les communautés Maya historiques. Quand on parle de tradition Maya, les communautés les plus traditionnalistes sont dans les hautes terres au Chiapas et où justement, dans les années 30, 40, il commence à avoir toutes sortes de désarticulations communautaires qui fait en sorte que ces communautés traditionnelles qui, sous le régime colonial, disons, étaient devenues ultra-patriarcales, ultra-gérontocratiques, génèrent énormément de mécontentement et il y a une jeunesse qui va carrément quitter les communautés des Hautes-Terres et se chercher des endroits où vivre. Donc, je mets ça sur la table au départ parce que ça vous montre que les deux groupes composés, disons, de divers groupes mayas, mais disons, il y a deux populations de Tzeltal qui vont s'installer dans la selva, qui sont toutes deux, on peut dire, en rupture avec ce qu'on appellerait vraiment la tradition maya. Les hommes en particulier avaient, disons, au début du 20e siècle, disons, premièrement, abandonné le vêtement traditionnel, largement abandonné la langue pour l'usage de l'espagnol, alors que les femmes Tzeltal, elles, étaient restées avec le vêtement traditionnel et parlaient davantage le Tzeltal. Donc, en gros, on se retrouve devant des groupes qui se définissaient beaucoup plus comme des paysans que comme des autochtones. Et si vous lisez sur la région dans les années 60, 70, en fait, jusqu'au début des années 70, les spécialistes de la région vont dire on est devant vraiment un processus de paysanisation, là, de mise à l'écart des traditions autochtones. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est un choix conscient de plusieurs groupes qui sont allés s'installer dans la selva. C'est-à-dire qu'eux voulaient vraiment rompre avec en fait, ce qui était devenu l'autoritarisme à la fois de la plantation et à la fois de la communauté traditionnelle et étaient déjà dans une dynamique pour se réinventer. Donc, évidemment, le fond, on pourrait dire, historique reste quand même. Ça reste des populations, évidemment, de descendance maya. Ils conservent plusieurs éléments de leur, on peut dire, de leur rapport à la nature, etc., même si on voit qu'on est déjà dans une dynamique de rupture. Mais, justement, la vision qu'on a, on pourrait dire, du rapport
traditionnel, historique des Mayas à l'environnement mérite peut-être d'être examiné. Un anthropologue bien connu qui est en grande partie un acteur clé de ce fameux, disons, de cette fameuse reconsidération du point de vue ontologique des rapports entre l'Europe moderne et les autres, disons, là, Philippe Descola, est une personne... Bon, ce qui est peu connu de Descola, c'est que son intention, disons, le premier terrain ethnographique qu'il a essayé de faire était précisément aux abords de la Selva Lacandona avec les Tzeltal. Après, bon, il va finir par aller plus en Amazonie et développer sa vision du brouillage, si vous voulez, de la frontière nature-culture. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que Descola dit de sa première expérience chez les Tzeltal. Et il arrive, et, bon, je vais le citer, il dit, bon, une des raisons qui m'ont mené à ne pas poursuivre mes recherches chez les Tzeltal est que j'ai été frappé par le sentiment de mal-être qui les envahissait lorsqu'ils s'aventuraient dans la jungle. Évidemment, ça ne correspondait pas à la vision que Descola cherchait. Il voulait des gens qui étaient en harmonie avec la nature, alors qu'effectivement, les Tzeltal ont peur du bois, ont peur de la forêt. C'est un endroit menaçant, c'est un endroit où personne ne s'aventurerait seul le soir, où vous pouvez tout le temps rencontrer des êtres, disons, qui peuvent vous mettre dans le pétrin. Donc, Descola arrive, non seulement il voit des Tzeltal qui ne correspondent pas, qui ne s'habillent plus traditionnellement, qui ont pris des distances par rapport à la langue, par rapport surtout à la structure sociale traditionnelle, mais en même temps, il voit des gens qui n'ont pas du tout le rapport à la nature qu'il avait anticipé, cherchant, disons, peut-être l'autochtone écologique dans le coin. Donc, ces groupes-là, évidemment, vont avoir leurs propres ambitions, leurs propres visions, leurs propres projets pour leur communauté, leur vie. Et ces projets-là vont se manifester à mesure que l'Église catholique tente de se rapprocher de ces nouveaux colons-là. Parce qu'on parle ici là, de communautés, justement, qui ont été fondées dans les années 30, 40, 50. Rendu dans les années 60, évidemment, bon, je ne soulignerai pas ici qu'il y a un virage qui s'appelle la théologie de la libération, là, qui fait son chemin d'abord en Amérique latine, puis au Mexique avec le Conseil de Puebla, puis au Chiapas, et l'évêque du Chiapas, de la fin des années 70, décide de tenter un rapprochement avec ces fameuses communautés, ces nouveaux établissements aux abords de la Selva, et va tenter d'établir des ponts culturels, etc. La première chose qui frappe, évidemment, c'est que quand l'évêque Samuel Ruiz décide de former des catéchètes, donc en maya, c'est les tuhuneles, donc des laïcs qui vont faire le pont entre le diocèse et les communautés. La première chose qui se rend compte, c'est que les demandes de ces intermédiaires-là ne portent pas sur des aspects spirituels ou religieux ou quoi que ce soit, mais portent sur des questions comme la santé, l'éducation et surtout une préoccupation très paysanne de droit à la terre et de droit à mener une vie productive qui permette de faire vivre sa famille et de survivre. Donc, un idéal d'autonomie productive paysanne qui va revenir vers le diocèse. Et ça, justement, ça pose un certain nombre de problèmes politiques. Là, et c'est peut-être une des origines, justement, de des événements que peut-être vous connaissez par la suite, soulèvement au Chiapas, etc., parce que les ressources dont bénéficie le diocèse de San Cristobal pour créer ces réseaux et ces structures, disons, d'alliance entre l'Église et les communautés nouvellement instituées. C'est un vrai 10 minutes, ça? Donc, ces structures-là sont facilitées
en partie aussi par des fonds donnés par l'État mexicain. Bon, je ne vous ferai pas l'histoire, c'est-à-dire qu'à la fin des années 70, il y a un événement historique. Un événement, c'est les 500 ans de la naissance de Bartolomé de las Casas. Et pour célébrer ce grand mouvement colonial-là, en fait, pour célébrer disons, ce que le gouvernement mexicain voyait comme un pilier, on pourrait dire, de l'hispanisation du Chiapas, le gouvernement mexicain décide d'investir dans des grandes festivités pour célébrer la naissance de Bartolomé de las Casas. Et si vous allez à San Cristobal de las Casas, vous allez voir au marché, il y a une statue, une sorte de petit monument qui commémore l'événement. Et sur le monument, bon, c'est 500 ans de la naissance de Bartolomé de las Casas, mais il y a quelque chose d'écrit, c'est au Chiapas, tout est le Mexique. Donc, cette idée-là que le Chiapas, qui a été intégré tardivement dans la République mexicaine, est un territoire vraiment mexicain, et le gouvernement voulait utiliser cette figure emblématique de Bartolomé pour symboliser cette alliance-là. Évidemment, les célébrations ne vont pas du tout dans le sens qui était prévu. C'est pas devenu une célébration de la mexicanité chrétienne, c'est devenu un forum extrêmement important de revendications, justement, sociales, économiques, de santé, d'éducation, etc. Donc, on voit que les préoccupations qui viennent de la Selva, justement, ne sont pas dans les années 70, 80 et même jusqu'au milieu des années 90, ne sont pas des préoccupations d'expression ethnique nécessairement et de reconnaissance d'autochtonéité ou d'un rapport autre à la nature. Ce sont des revendications qu'on pourrait dire productives. En tout cas, c'est comme ça que les gens les cadrent, des préoccupations de justice sociale, d'infrastructures, de routes, de terres, etc. Ce rapport-là va vraiment s'exprimer d'une manière importante, évidemment, à mesure que les mouvements de revendication se mobilisent au Chiapas, et en particulier dans un sous-groupe qui est celui dont je vais vous parler. C'est-à-dire que je ne vous parlerai pas nécessairement du mouvement zapatiste, mais le mouvement zapatiste a permis une sorte de rebrassage des cartes assez important dans la région, y compris a permis à certains de ces colons, justement, qui étaient tous installés et tous aux abords de la réserve biologique des Montes Azules, leur a permis de profiter, on pourrait dire, d'un climat de mobilisation politique, un climat où ils se sentaient un peu plus autorisés à prendre l'initiative. Ça leur a permis, en fait, d'envahir des terres à l'intérieur de la réserve de la biosphère. Donc, il y avait déjà des communautés qui s'étaient installées là au moment de la création de la réserve en 1976, mais en 1994, on voit une deuxième vague de ces colons qui vont s'installer en plein au cœur de ce joyau de forêt tropicale, etc. Et là, on va voir les discours, on pourrait dire, traditionnels sur l'autochtone écologique se renverser. Les Tzeltal deviennent les pilleurs, les destructeurs de la forêt tropicale. Ils pratiquent l'agriculture sur brûlis. Donc, et là, évidemment, il y a des ONG américaines qui vont survoler la selva et prendre des photos de préparation des champs, etc. Et là, les Tzeltal vont devenir, finalement, les destructeurs de la nature, et il y a tout cet appareillage à la fois lié au gouvernement mexicain qui va criminaliser cette occupation-là et aux ONG internationales qui vont vraiment dire, on condamne en fait carrément les Tzeltal sont les grands destructeurs de la nature. Donc, en gros, là où je voulais en venir, c'est-à-dire que l'autochtone écologique et sa supposée cosmovision dans laquelle on va mettre plein de choses et plein de comportements est devenu en fait un outil de répression contre les véritables autochtones qui tentent véritablement de gagner
leur vie et de s'établir, de se créer un futur dans la selva, c'est-à-dire que là, les Tzeltal se font réprimer par la mobilisation d'une sorte d'Autochtones idéalisés. Et dans la région, il y a un groupe qui a été construit comme tel, les Lacandons, qui ont, bon, j'entrerai pas là-dedans, mais qui ont été construits par le gouvernement mexicain, justement, comme les chasseurs-cueilleurs parfaits, donc, traditionnels, etc. Donc, ils sont les méchants autochtones. Donc, qu'est-ce que ce cas-là nous apporte? Donc, qu'est-ce qu'il met en évidence? Bien, premièrement, je pense que c'est ma conclusion, mais il conteste, il conteste trois postulats qui, je pense, s'appliquent bien au-delà du contexte du Chiapas, et particulièrement, je dirais même, si on veut étendre, là, on en voit des traces importantes dans le contexte canadien aussi. Les Tzeltal contestent activement, je vous dirais, trois idées reçues qu'on a, non seulement sur les cosmovisions autochtones, mais sur la source des droits autochtones sur le territoire, par exemple. Premièrement, ce qu'ils contestent, c'est l'idée que la légitimité des revendications des peuples autochtones par rapport aux zones de conservation, disons, repose sur le fait qu'ils ont été exclus à l'origine. Si on prend la Selva Lacandona, évidemment, il y a eu une exclusion. Bon, je vous ai parlé de Pedro Alvarado, qui a fait un nettoyage, en fait, un génocide quasi total dans la région de la Selva. Mais les gens qu'il a mis en esclavage ne sont pas les ancêtres directs des Tzeltal dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que les Tzeltal sont partis d'une autre région du Chiapas pour s'y installer au milieu du 20e siècle. Donc, eux disent, l'occupation immémoriale du territoire, on n'a pas à la démontrer parce qu'en fait, on est un peuple, on est autodéterminé et un peuple autodéterminé a droit à un territoire. Que ce ne soit pas le territoire de nos ancêtres millénaires, ça ne nous concerne pas. Nous, on en veut un et on va le prendre si nécessaire. Donc ici, il y a un élément où les groupes Tzeltal, les familles Tzeltal dont je parle, ont ce rapport très assumé au fait qu'un rapport au territoire, c'est quelque chose de construit. Et pour eux, leur cosmovision, elle est autant dans le futur qu'elle est dans le passé. Ils se sentent tout à fait libres et autorisés de travailler leur tradition. Ils le font en dialogue avec plein d'interlocuteurs. Deuxième postulat ou idée reçue qu'ils viennent contester, qui va dans le même sens, c'est celle voulant que ce soit par leur connaissance traditionnelle et leur connaissance intime du territoire que les peuples autochtones peuvent devenir des partenaires de la conservation. Cette idée que, encore là, la légitimité réside dans le passé, la légitimité réside dans les connaissances traditionnelles et dans les pratiques traditionnelles, les Tzeltal vont dire non. Eux, et encore là, par exemple, ils se sont mis à l'élevage, qui est en fait une pratique traditionnelle, pas une pratique traditionnelle, une pratique hautement coloniale qu'ils ont apprise sur, disons, dans les grandes propriétés terriennes en tant que travailleurs ultra subordonnés. Mais ils se sont dit, quand on vit au milieu de la selva, où il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, c'est bien d'avoir une récolte qui marche par elle-même. Donc, ils disent, je peux transporter mon café ou je peux laisser ma vache marcher. Et là, ils se disent... Et là, évidemment, les écologistes grimpent dans les rideaux. L'élevage en forêt tropicale est vu comme... Bon, donc, pour eux, encore là, ils se sentent autorisés et en fait, ils sentent que c'est une partie importante de leur autodétermination que de travailler sur leur manière de produire. Et finalement... l'enjeu de leur accès à ces territoires est largement une question d'accès aux ressources et de préservation d'un mode de vie. C'est-à-dire, troisième idée reçue qu'ils contestent, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas une question d'accès aux ressources, ils ne sont pas dans une logique de croissance, ils ne veulent pas faire une agro-industrie au cœur de la selva. Ils veulent vivre d'une manière autonome, mais aussi vivre d'une manière digne. Et c'est pour ça que le concept clé qu'ils mettent de l'avant est celui d'une écologie productive. Pour eux, les deux vont ensemble et ça implique un degré d'exploitation du territoire qu'ils jugent tout à fait légitime. Donc, je sens que mon temps fond comme neige au soleil. Donc, en gros, je voulais juste
introduire peut-être cette idée-là que les cosmovisions, lorsqu'on les regarde localement, historiquement et ethnographiquement, deviennent des objets hautement plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer. Bon. Merci beaucoup, Martin. Je retiens quelques éléments, dont l'un d'entre eux, c'est que finalement, la décolonisation n'est pas toujours là où on la trouve, où est-ce qu'on pourrait penser la trouver. Donc, tout ce rapport à la terre, hein, tout ce rapport au territoire, c'est drôle parce que le politiste Mohawk Tayayake Alfred publie ces jours-ci un bouquin qui s'appelle « It's all about the land », tout lié au territoire. Donc, il y a quelque chose vraiment ici d'intéressant. Le danger, évidemment, de l'idéalisation et de l'essentialisation, le sens des réalités, mais peut-être tu as évoqué à juste titre la théologie de la libération, qu'on appelle parfois aussi théologie contextuelle, où il s'agit précisément de partir de la réalité vécue, des injustices vécues, plutôt que de tenter de parachuter par en haut une certaine vision idéale de ce que devrait être la chrétienté idéale. Donc, partir vraiment, donc, pour avoir une théologie incarnée, il faut d'abord partir d'une approche qui est inductive, hein, celle de la vieille tradition du voir, du juger et du agir. Donc, partir des réalités et vraiment donc faire advenir donc ce monde un peu plus juste, mais à partir des réalités. Il y a aussi cette jonction entre la justice sociale et la justice environnementale. Là, il y a pour moi, à mon sens, un rapprochement très fort donc avec l'encyclique Laudato Si. Je pense que c'est indissociable vraiment ces deux dimensions-là. Hein. Donc voilà, le fameux « no justice, no peace » aussi d'une certaine façon. Donc, pour qu'il puisse y avoir une forme de réconciliation, bien, il faut aussi qu'il y ait une forme de justice et elle est d'abord ici territoriale, elle est aussi environnementale dans le cas qui nous intéresse. Oui, mets-le dans ses feuilles. Je vous présente maintenant Pierrette Daviau. Donc, Pierrette Daviau est professeure retraitée de la Faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul à Ottawa, où elle a enseigné de 1979 à 2012. Elle a fondé et dirigé le Centre Femmes et traditions chrétiennes de cette même université. Ses recherches s'intéressent à l'éco-spiritualité, aux spiritualités féministes, de même qu'à l'enracinement biblique de diverses résistances sociopolitiques au Québec. Elle a publié, entre autres, « Libérer la théologie », variation autour de la pensée féministe d'Yvonne Guevara, analyse de genre et recherche-action en pastorale, où la pensée écoféministe de cette théologienne brésilienne occupe une place centrale. En 1920, non. En 2020, dis-je bien, en 2020, elle a signé un texte remarqué dans la revue Relations sur les dimensions libératrices et transformatrices de la spiritualité écoféministe, ici même, donc dans la revue Relations. Pierrette Daviau? Alors oui, c'est ça. Moi, je vais me situer quand même sur un autre terrain qui est quand même un petit peu plus théologico-spirituel, je dirais. Alors, le titre de mon intervention, c'est « L'éco-spiritualité féministe, une occasion de renouvellement intérieur ». Alors, qu'est-ce qu'il y a? Trop proche? Ah. C'est toujours le juste milieu hein, qui est difficile à atteindre. Alors, après l'été qu'on vient de vivre avec les feux, les inondations, etc., il semble que l'écologie apparaît davantage au cœur des préoccupations des gens d'ici, parce que c'est pas fort, hein? Ça se classait parmi les derniers items importants là, quand il y a eu un sondage. Pourtant, selon plusieurs spécialistes, l'humanité serait à un carrefour de son existence. Dans notre société québécoise, très sécularisée, il y a quand même peu de lieux de ressourcement spirituel et d'appropriation intérieure des phénomènes comme, par exemple, l'écologie. Cette dernière a de nombreuses incidences au plan politique, économique, social, culturel, éthique, mais aussi religieux et spirituel. C'est de cette dernière dimension que j'aimerais vous parler cet après-midi.
Alors, le terme écoféministe, il y en a plusieurs qui ne le connaissent peut-être pas tellement. Il n'est quand même pas jeune. Il a été forgé par la Française féministe Françoise d'Aubonne en 1974 et désigne un vaste mouvement de pensée qui se renouvelle depuis près d'une cinquantaine d'années. Leur point commun est d'abord, pas seulement, d'abord l'articulation du féminisme et de l'écologie et l'existence des liens entre la domination des femmes et la domination de la nature. Dans les années 80, l'écoféminisme se déploie surtout dans le monde anglo-saxon et dans le tiers-monde sous une forme de lutte populaire. On pourrait faire le lien avec ce qu'on vient de dire, hein, autour, par exemple, de Wangari Maathai, de Vandana Shiva. Bon, hein, c'était ça. Dans les années 2000, se dessine un écoféminisme pluriel sous divers angles comme la philosophie, la sociologie, la psychologie, l'économie, l'histoire. Bon, je pourrais vous parler de toutes les personnes qui sont au cœur de ça, mais aussi en théologie avec Yvonne Guevara et Rosemary Radford Rutter, qui d'ailleurs est morte il n'y a pas si longtemps. Hein. Et ils inspirent alors, je dirais, l'écoféminisme inspire aussi les arts visuels et la littérature. Depuis quand même une vingtaine d'années, on assiste à une spiritualisation, le mot n'est peut-être pas bien choisi, grandissante de l'écologie. De nombreux auteurs et autrices ont longuement montré que notre Terre est en danger. On nous dit ça, mais on ne s'en occupe pas trop. Selon plusieurs écothéologiennes et écothéologiens, les changements extérieurs, politiques, économiques, sociaux, culturels, ne peuvent découler que d'une mutation intérieure, que d'une conversion écologique, comme aussi le dit le pape dans son encyclique. C'est sous l'angle donc de l'éco-spiritualité féministe et chrétienne qu'on se situe à partir de la réflexion et des recherches, que je me situe à partir de la réflexion et des recherches de théologie et spiritualité féministe. On pense, entre autres, je viens de la nommer, à Rosemary Radford Rutter, à Yvonne Guevara, à Elizabeth Johnson, qu'on peut considérer comme des pionnières dans l'éco-spiritualité, l'éco-théologie, à Heather Eaton, qui enseigne toujours à l'Université Saint-Paul, à Sally McFagg, à Monique Dumais, à Joan Chittister, et aussi, je pense, il faut leur faire honneur, à certains théologiens et éco-théologiens comme Thomas Berry, et le théologien orthodoxe Michel-Maxime Heger, qui a été peut-être un des premiers à mettre vraiment l'importance sur cette dimension spirituelle de l'écologie. Et bien aussi, on le sait, le pape François y a consacré, comme on l'a dit, l'encyclique Laudato Si, dont on a parlé beaucoup et dont on continue à parler, mais aucun lien, aucune, je dirais, référence au caractère spirituel féministe des féminismes. Les femmes ne sont pas là, ne sont pas tellement dans l'Église, mais ne sont pas non plus souvent dans les discours, sauf, je vous en parlerai plus tôt. Alors, je dirais que d'une certaine manière, l'éco-spiritualité féministe pourrait être parmi les jeunes pousses. Elle vise à produire de nouvelles relations avec les éléments, une nouvelle culture en vue de transformer le pouvoir sûr, qui domine l'autre, pour utiliser sa force vers un pouvoir du dedans, vers un pouvoir de l'intérieur. Donc, au lieu d'un pouvoir sûr, un pouvoir de l'intérieur. Ce pouvoir s'alimente dans ce qui nous entoure, évidemment, les 4 éléments qu'on connaît bien, en vue d'assurer la vie en s'organisant collectivement. Les adeptes de l'éco-spiritualité féministe militent pour la mise en place d'actions collectives, ce n'est pas juste des penseurs ou des penseuses,
de discussions sur les questions climatiques, ça c'est très fort, sur la pollution de l'eau et de l'air. Ils et elles sont convaincus que la libération de la nature, si ardemment désirée par les écologistes, ne peut pleinement être atteinte sans la libération des femmes. Elles souhaitent la réconciliation dans l'ensemble de nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec notre corps, comme avec la nature. Et la relation qu'elles souhaitent avec la nature, c'est aussi sa relation avec le divin. Mais sans oublier, évidemment, comme je le dis, la dimension sociopolitique de ces relations. Une parole écoféministe ne peut donc faire l'économie du sacré, puisque la vie et sa protection sont des valeurs essentielles au cœur de toutes les démarches qu'elle accompagne et qu'elle met en œuvre. Cette approche éco-spirituelle, la plupart du temps, est éloignée de la religion, pour ne pas dire presque tout le temps, des religions traditionnelles. Elle s'enracine dans un nouveau type de rapport à la terre, à l'univers et au sacré. La théologie écoféministe chrétienne se considère comme une théologie de la libération, comme on vient d'en parler, de concert avec d'autres théologies de la libération qui ont à la fois contesté et reconstruit la théologie à partir de la perspective des pauvres et des opprimés du monde entier, en particulier des femmes et des enfants, on le sait. En ce sens, la spiritualité écoféministe est une spiritualité contre les excès du capitalisme. On se rejoint, on est loin peut-être chacun dans nos interventions, mais on se rejoint. Donc, contre les excès du capitalisme, contre la perversité des projets économiques d'exploitation de la terre. Alors, on pense au projet dont on nous a parlé ce matin, on pense aux 3 je sais pas quoi, milliards pour les batteries. Donc, tous ces... dans l'Outaouais, par exemple, l'extraction des terres pour des mines. Alors, c'est partout que c'est comme ça. Ce mouvement, éco-spirituel, s'inspire d'une nouvelle vision cosmologique qui veut reconnaître la valeur de la sollicitude, la valeur du care, la valeur de la solidarité. Ce caractère spirituel de l'écoféminisme se construit à partir d'une conscience grandissante que l'humain fait partie d'un corps sacré dans le sens où toute vie est concernée par toute la vie. Cette spiritualité intervient pour indiquer que nous ne vivons pas dans un univers où il y a d'un côté les humains et de l'autre côté la Terre et les écosystèmes. Nous faisons partie du corps de la Terre. Cette orientation promue l'importance de l'interdépendance et de l'interconnectivité de tous les éléments du cosmos, l'humain, le végétal, le minéral, l'animal. Les écoféministes tentent de nous solliciter à croiser nos regards critiques, à articuler et à concrétiser nos actions. Elles désirent modifier et déconstruire les stéréotypes patriarcaux et misogynes en conjuguant la protection de l'environnement et la résistance au pouvoir dominant présent dans les sociétés et, il faut se le dire, très, très souvent dans nos églises. Alors, j'aimerais vous présenter peut-être un aspect d'une théologienne qui est peu connue ici au Québec, en tout cas me semble-t-il. C'est Sally McFaig, alors, qui présente le cosmos comme le corps de Dieu. Alors, c'est quand même pas rien. Alors, cette éco-théologienne féministe qui est morte seulement depuis 2-3 ans, en tout cas, qui était... décrit les grandes lignes de la spiritualité de la création en s'appuyant sur les travaux de Matthew Fox, de Thomas Berry, d'Evelyn Tucker, de Rosemary Radford Rutter, évidemment.
et Elizabeth Johnson. Donc, les pionnières, je veux dire, elles étaient ensemble à travailler là-dessus. Ces recherches l'amènent à décrire la spiritualité de la création comme une célébration de l'œuvre créatrice dans son histoire cosmologique. Elle présente, alors c'est un peu son originalité, la Terre comme l'image du corps de Dieu, d'un corps vivant, hein, et selon elle, la création, elle est comme l'incarnation de Dieu, la source de toute existence, celui en qui nous sommes nés et renés, parce que selon évidemment les écothéologiens, hein, on est toujours en recommencement, en renaissance. Son invitation à reconsidérer le sort de la Terre est claire. Dieu, dit-elle, n'est pas dans sa transcendance face à l'univers comme face à un objet. Mais, dit-elle encore, l'univers est son corps. Et ce modèle de l'univers comme corps de Dieu unit immanence et transcendance. Fin de la citation. Dans son sillage, donc, plusieurs écothéologiennes, écoféministes, nous envisageons de plus en plus le cosmos comme le corps de Dieu. En tout cas, c'est une idée qui nous a vraiment rejointes. Cette idée de l'univers, corps de Dieu, rejoint aussi le texte, me semble-t-il, que j'aime beaucoup, de l'Épître aux Corinthiens. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Or, est-ce que le christianisme n'est-il pas une religion de l'incarnation? Si le Christ s'est incarné, ce n'est pas certes pour que nous vivions hors de notre corps. Rappelons-nous que dans le vocabulaire biblique, il y a des biblistes ici, là, plus au fait que moi, là, hein, dans le vocabulaire, le mot chair, bassar en hébreu et sax en grec, désigne l'être humain dans sa totalité. Hein? On peut donc penser qu'à revenir, c'est-à-dire en pensant à ça, on peut revenir à ce texte de l'Évangile de Jean, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'est sur ce même passage du prologue de Jean que Sally McFague s'appuie. Dans le christianisme, selon elle, la relation au corps se retrouve complètement dans le concept de l'incarnation. Elle dit ceci, le Verbe s'est fait chair. En christologie, on dit Jésus, mort sur la croix, était pleinement humain. Donc, il est mort avec son corps. Là. En passant par l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et dans l'Église, image du Christ, où ce dernier représente la tête de l'Église. Donc, pour elle, elle fait vraiment le lien avec tous ces, je dirais, ces concepts de notre christianisme. Si la chair, pour bon nombre de discours du Vatican, rappelle la faiblesse, la passion, la porte du péché de la chair, il n'en demeure pas moins qu'elle représente le corps dans son caractère noble et sacré, véhicule de l'âme, manifestation de l'esprit. Hein, c'est ça, notre corps, notre chair, c'est un véhicule. C'est un peu aussi ce texte du prophète Ézéchiel que j'aime bien. Hein, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de votre corps, le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Donc le corps a été longuement dénigré et réduit par, surtout je dirais par Rome, hein, réduit à la sexualité par les autorités ecclésiales. Hein, on peut penser aussi, là, je ne vous invite pas à aller lire ça, mais hein, toute la théologie du corps de Jean-Paul II. Non, mais pour lui, c'est beau et plusieurs s'en nourrissent, mais enfin, on peut critiquer aussi. Les échos spirituels considèrent le corps comme un lieu, un espace d'ouverture, un espace d'accueil, un lieu de don
et de tendresse. C'est ainsi qu'il prend de plus en plus de place dans leur manifestation du sacré, lui que l'Église avait jeté par-dessus bord et continue souvent encore à le faire, comme un vilain tentateur, comme une partie de soi sacrifiée ou soumise à l'âme. Malgré le fait que le christianisme est la religion du corps, la relation envers le corps des femmes et leur sexualité demeure questionnable. Et c'est un sujet que, évidemment, les éco-théologiennes, les théologiennes écoféministes et les féministes dénoncent. Pour McFaig, c'est le fondement de Dieu immanent dans son Fils. Le corps est d'ailleurs, on l'a mentionné tantôt, au centre du récit des opprimés, des gens frappés de rejet social, les plus vulnérables. Parce que nous sommes des êtres totalement interdépendants, il est impossible de penser l'existence humaine en solitaire, sans une relation privilégiée avec le cosmos. On se rend compte de plus en plus que les richesses et les ressources naturelles sont épuisables et que l'humanité ne peut survivre sans cesser de les détruire et de les protéger, et sans les protéger. Les spiritualités écoféministes nous situent aussi c'est-à-dire nous invitent, et j'aimerais vous en parler, à penser différemment nos rituels, nos rencontres, nos célébrations. Alors, les théologiennes écoféministes et les théologiennes féministes accordent de l'importance à la liturgie. L'interdépendance avec la planète et ses habitants s'inscrit donc au cœur d'une pratique de la spiritualité de la création. Les femmes éco-spirituelles ou qui participent à ces rencontres se considèrent comme des intendantes responsables de la générosité, de la sagesse créatrice manifestée dans l'univers. Elles aspirent que les contacts avec la nature deviennent pour elles des lieux de contemplation, des espaces d'émerveillement, des occasions de rencontre avec soi, avec les autres, avec le divin présent dans le cosmos. La pratique de l'éco-spiritualité invite à réorienter le sens de la vie humaine en la rapprochant des rythmes de la nature. C'est une spiritualité qui se veut holistique. Elle s'inspire aussi des traditions religieuses ou populaires, des courants de pensée souvent très différents. Elle comporte une grande part de créativité, d'originalité et de renouvellement. Ça ne ressemble pas beaucoup à nos messes. Excusez-moi, mais... Chaque instant, chaque jouissance, comme chaque épreuve, peuvent manifester le sacré dans nos vies quotidiennes. Il ne s'agit pas quand même de diviniser le cosmos à outrance, mais il appartient à chaque individu de le transformer, de l'habiter et de développer les liens qui le relient avec le vivant. Ces rites éco-spirituels ont en commun certaines caractéristiques comme l'absence d'un leadership centralisé, l'accent mis sur la narration, comme les histoires de vie, sur le matériel issu de la nature et de la vie des femmes. Les liturgies féministes favorisent le mouvement corporel, les danses en cercle, les gestuels, les manipulations d'objets sacrés ou quotidiens, l'importance des 5 sens. Ici, le corps n'est pas exclu du sacré et la sexualité est nommée. Si on apprend par nos sens, on peut célébrer aussi par nos sens. Dans certains groupes, les célébrations puisent dans les cosmologies autochtones, aussi bien que dans les tendances plus modernes. Ils s'inspirent dans certains groupes des rituels des Premières Nations. Certaines activistes écoféministes continuent d'animer des organisations comme le mouvement paysan Navdanaya et son université des grands-mères, qui a été fondée en Inde par Shiva. Elle s'inspire aussi ou anime aussi le collectif chilien Conspirado,
ou un peu plus contestataires, vous pourrez aller voir sur le site l'association française Les Effrontés. En célébration, les femmes invoquent l'adieu, Sophia, Christa, la sagesse, la Roua, pour célébrer le divin. C'est pas souvent qu'on entend ça, que vous entendez ça. Elles reconnaissent que les Écritures présentent la Sophia comme co-créatrice avec Dieu au début de l'univers, comme la respiration du pouvoir de Dieu, comme le soutien de la vie continue. Hein, je pense que dans Proverbe 8, tout ce chapitre-là le dit. Elle est présentée dans un langage carrément féminin dans la sagesse, spécialement comme la mère de toutes les bonnes choses créées et désirées. Et elle se présente comme faisant ses délices avec les enfants des humains. Les écoféministes voient dans cette dynamique de vie de la sagesse une invitation à l'invoquer pour parcourir leur chemin spirituel. Les spiritualités féministes et écoféministes tentent de nommer, à partir du vécu et du langage des femmes, leur rapport au sacré pour se réapproprier leur propre cheminement spirituel, pour se manifester dans leur corps et pour valoriser ou revaloriser ce dernier. Pour les théologiennes écoféministes, c'est un enjeu capital que les femmes reprennent le contrôle de leur corps pour pouvoir s'affranchir de la domination patriarcale et cléricale dans une logique de liberté et de réciprocité. Je dirais aussi, comme leurs homologues protestantes, les théologiennes féministes catholiques soulignent la pleine capacité des femmes à élaborer leur propre morale et l'incapacité de l'Église à les considérer comme des actrices pleinement humaines, adultes et éthiques. Petite conclusion. L'écoféminisme propose une piste qu'on appelle « reclaim », c'est-à-dire se réapproprier son histoire, ses savoirs, ses aptitudes, ses actions, de manière à transformer la peur de l'avenir en puissance d'agir, la fascination du capitalisme en action collective pour la protection du bien commun, la domination par la collaboration et l'égalité. L'ordre social hiérarchisé organise largement nos relations et nos vies et il doit évoluer. Il doit changer. Et il va changer si nous, on veut qu'il change. Les envisager et les construire sur un monde horizontal et égalitaire implique de changer notre manière de nous situer socialement, spirituellement et, je dirais, politiquement. La Sophia créatrice souhaite que nous fassions grandir le monde en prenant nos responsabilités pour en faire un jardin où tous les êtres créés pourront vivre et s'épanouir, quel que soit leur sexe, leur âge, leur race. Alors c'est un jardin et non pas un lieu de domination comme dominer sur la nature qui nous a souvent été présenté. C'est évidemment une spiritualité dérangeante parce qu'elle nous fait sortir des voies tracées à l'avance par les religions traditionnelles pour nous faire emprunter des sentiers sinueux, des sentiers nouveaux, à peine défrichés. Elle propose de nous éveiller à la dimension féminine du divin, à une vision renouvelée de notre interrelation directe avec l'univers, si nous et nos descendants voulons continuer notre marche sur Terre. Je vous remercie beaucoup. OK. Mais je vais peut-être commencer par la dernière question. En tout cas, dans le cas particulier, je vous dirais mésoaméricain, mais je pense qu'il y a des parallèles à faire, là. Je vous ai parlé tout à l'heure de
de ce qu'on pourrait appeler la première vague. Ouais. Ça va? Ouais. Ben c'est ça. Donc, la première vague de conquête espagnole en Mésoamérique a été celle, évidemment, d'une guerre, littéralement. C'était la première puissance militaire mondiale qui débarquait dans les Amériques et avec mise en esclavage, violence extrême directe. Et dans ce contexte-là, l'Église a joué un rôle de frein. On n'entrera pas dans le détail, c'était pas juste la bonté de leur cœur. Il y avait une stratégie là-dedans d'alliance avec la couronne espagnole pour modérer un peu le pouvoir des conquistadors. Mais dans ce contexte-là, qui est pas mal celui, je vous dirais, de l'Amérique latine en général, l'Église a souvent joué le rôle du bon cop, peut-être, comme on pourrait dire, c'est-à-dire que à côté d'une logique d'extermination, ou à peu près, l'Église prônait une colonisation d'éducation, une colonisation paternaliste, etc. Donc, effectivement, elle a joué évidemment un rôle central dans le processus colonial, mais d'une forme très particulière. Souvent, ça a été justement, en tout cas en Amérique latine, beaucoup ce contrepoids à d'autres approches coloniales qui n'étaient pas moins coloniales que les autres, mais qui se présentaient souvent sous des atours humanitaires, disons. Ce qui rendait d'autant plus capable de pénétrer dans la réalité des communautés autochtones parce qu'elles se posaient comme leurs défenseurs auprès des autorités coloniales. En tout cas, je pense là-dessus. Et ça révèle cette figure paradoxale qui est celle de Bartolomé de Las Casas que tu as évoqué tout à l'heure, où on le présentait comme l'espèce de l'incarnation de la mexicanité d'une certaine façon, mais il était aussi en son temps donc l'un de ces chrétiens protecteurs des Autochtones. C'est une figure ambivalente. La première question, je ne me souviens plus comment elle s'avouait. Tu disais que dans le fond, c'est vrai que dans les groupes écoféministes ou dans certains groupes féministes, la religion est rejetée, le christianisme, etc. C'est très vrai. Il faudrait peut-être faire la distinction aussi, bon, je ne ferai pas ça là, mais la distinction entre religion et spiritualité. Hein, et je pense que c'est ce qui peut, je dirais, ce qui peut nous sauver d'une certaine manière. Hein, et c'est la même réponse que je donnerais à ceux qui disent, ben, est-ce que les queers sont là? Est-ce qu'on a des autres personnes qui peuvent venir? Je veux dire, c'est un lieu où les gens, en tout cas l'objectif, c'est que toutes les personnes, quelles que soient, je l'ai mentionné, hein, leur âge, leur sexe, leur identité de genre, etc., est acceptée. Et je pense qu'il y en a des groupes, je dirais, chrétiens qui sont des lieux, justement, d'écoféminisme ou de spiritualité différentes, je pense. Bon, moi, je fais partie de l'autre parole. Il y a des membres ici de l'autre parole. J'ai été à Springbank, comme certaines aussi ont été, hein, qui est aussi un lieu, un centre spirituel, écoféministe, écologique. Il y a actuellement, et là vous pourriez aller consulter aussi, là, tout le mouvement de jeunes Françaises et de jeunes Suisses qui s'appelle Oh My Goddess, hein, qui est... on a eu une de ces intervenantes-là la fin de semaine dernière au colloque, au Synode des femmes. Hein, donc, Oh My Goddess, bon, j'ai participé à quelques, voyons, comment on dit, postcard, comment on dit ça, les postcards en français? Ben, oui, balado, merci. Oui. Bon, alors, ce sont des lieux qui sont aussi des lieux possibles de ressourcement, de rapprochement. Hein, et bon, je pense aussi que ce qu'on dit au niveau de
bon, de la réconciliation entre les peuples, pour répondre à... Je ne sais plus où il est, là. Bon, oui. Pour vous répondre, je veux dire, c'est un peu ça qu'on cherche, finalement, une forme de réconciliation avec... Et on a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces spiritualités autochtones, hein, qu'on a mis... pardon, qu'on a mis de côté ou qu'on n'a pas suffisamment, je dirais, ou consulté ou fréquenté. Hein? Alors, ça va des deux côtés. On veut se réconcilier, mais est-ce qu'on fait les pas? Ils veulent se réconcilier, est-ce qu'ils font les... Alors, c'est dans ce sens-là un peu que l'écoféministe voudrait un lieu de, je dirais, de rencontre possible, en tout cas, de ces lieux-là. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y avait-il une autre question? Bien, la colonisation, je pense que Martin a répondu, là, en gros. Je ne peux pas régler ça aujourd'hui. Mais c'est très vrai, c'est vrai. Hein? Et ça continue. Et cette colonisation-là, elle se fait aussi par nos gouvernements. Ce n'est pas juste une colonisation évangélique ou évangélisatrice. Ça se fait encore beaucoup, alors... il y a quand même... Je pense qu'on a progressé aussi. On est resté parfois avec nos anciennes visions, mais on a progressé un peu quand même. Hein? C'est ça le sens de l'évolution aussi. Alors, voilà. Si vous remarquez, je n'ai pas du tout parlé de l'institution. Hein? Alors, je suis d'accord avec plusieurs personnes qui rejettent tout ce... je dirais, ce lien avec l'identité, avec l'institution. Hein? Et en même temps, quand vous dites on est en train de faire ressurgir les valeurs, moi j'aimerais ça qu'on dise on fait ressurgir des valeurs évangéliques, et non pas nécessairement les lois, la morale qu'on nous a enseignées, qu'on ne veut plus. Ou en tout cas, on en veut une autre et différente. Il me semble que ce serait important qu'on fasse la distinction, justement, entre religion, hein, qui est, bon, une institution, bon, soit par l'Église catholique, les musulmans, etc., bouddhistes, bon, et en même temps, toute la dimension de spiritualité. Et je suis sûre que si on faisait le tour, hein, les gens ont déjà une spiritualité. Ce qui est difficile peut-être, c'est de la nommer, de s'en abreuver, de la cultiver et aussi de la développer. Et il me semble que ça peut être éclairant par rapport à tout ce qu'on a reçu comme, hein, comme vous. Je suis encore plus vieille que vous, j'ai encore reçu ça aussi avant vous même. Mais à un moment donné, il faut comme faire un clash entre ça et ce qu'on veut comme, je dirais, comme... désir d'avancer spirituellement et humainement aussi. En gros, je dirais ça, là. Ce qui nous ramène au dedans et au dehors que j'évoquais d'entrée de jeu, cette espèce d'autres lieux. Oui. Oui, sur l'identité. Oui, bien, écoutez, moi aussi, je suis d'accord avec vous. C'est bien. Donc... c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est bien. C'est ça. Il y a eu un commentaire sur le fait que le contexte colonial est un contexte de co-création, extrêmement inégalitaire, extrêmement violent. On n'a pas à élaborer davantage là-dessus, mais ça reste un contexte de co-création. Et ce qui donne le vertige, c'est quand on envisage le fait que cette co-création-là, elle opère depuis 5 siècles. 5 siècles, c'est long et ça donne évidemment beaucoup de configurations et d'interactions de toutes sortes. Au Chiapas, il n'y a pas juste Mme Menelotte qui a étudié ça, c'est un thème de recherche qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire ce rapport-là entre les Autochtones et les touristes. Les premières études ont été faites sur le marché de San Cristobal lui-même, sur la question de la mise en scène autochtone. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des possibilités de donner aux touristes qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Ça fait toujours rire. Il y a une communauté au Chiapas qui s'appelle San Juan Chamula, une communauté de Tzotzil. Et chaque fois que je vais là, je croise quelqu'un qui me dit « Hey, je suis allé
à Chamula, c'était la fête du Saint-Patron, qui est censé d'arriver une fois par année, mais eux, ils l'ont à tous les après-midi. Donc évidemment, bon, ils ont compris que c'est ce que les touristes cherchent et c'est leur manière de se mettre en scène. L'anthropologie est passée par un mauvais moment, je dirais, où on peut-être taxait ce genre de pratique-là d'inauthentique, mais en fait, c'est la construction d'une nouvelle authenticité. C'est d'un nouveau rapport à l'autre où les gens se disent capables de à la fois de se mettre en scène et à la fois de rester eux-mêmes. Il y a un magnifique mémoire de maîtrise, malheureusement j'oublie le nom de la personne qui l'a écrit, mais sur les Lacandons, justement. Les Lacandons, vous irez sur Internet, là, ils sont vraiment représentés comme les chasseurs-cueilleurs typiques en pirogue au milieu de la forêt tropicale, mais elle montrait que, ils font ça de 8 à 5 8 heures le matin à 5 heures le soir et qui rentrent chez eux, ils ont leur habit de lacandon qui accroche et ils s'habillent autrement. C'est leur travail d'accueillir des groupes d'Allemands. Oui, et c'est le rapport. Bon, juste au Chiapas, ça fait un siècle qu'il y a du tourisme absolument intense dans cette région-là et on pourrait faire la même chose dans plusieurs régions des Amériques, là, où il y a un rapport, ne serait-ce qu'avec les touristes, mais avec le gouvernement, avec l'Église, avec les ONG, avec... Bon, c'est des comportements stratégiques par lesquels on se construit. Je dirais à ce moment-là qu'on a beaucoup débattu nature et culture. C'était ça beaucoup là, au début de l'écoféminisme. Et c'était vraiment comment les femmes étaient exploitées, tout comme la nature l'était. Et actuellement, je dirais, on pourrait situer l'écoféminisme, je dirais, entre révolution et je dirais, recul d'une certaine manière, si on y va dans le sens où vous êtes. Je pense que toute la dimension du caring, j'en ai parlé un peu, là, de cet aspect plus qu'on dit féminin, je pense que l'Église aime beaucoup ça. Hein? Mais je veux dire, dans un sens, c'est ça. Je pense que ça continue d'exister, mais je pense qu'il y a des rapprochements qui se font. Et on pourrait regarder aussi, par exemple, comment ça se pense ou comment ça se vit. En Asie, c'est très différent. En Afrique, c'est très différent aussi. Alors, je n'ai pas parlé de ça, j'ai plus parlé au niveau de ce qui se passe ici en Occident, ce qui se passe ici autour de ce que je connais finalement comme lieu aussi de développement, qui sont quand même, qui essaient d'allier les deux. Pour moi, il faut qu'on allie les deux, puis en même temps, il faut aussi tenir compte des deux. On essaie. Parce que la question queer est derrière ça aussi. Exactement, oui. Queer dit, la nature n'existe pas, c'est la culture, tu vas décider quel sexe. Oui, c'est ça, oui, oui. Là, il y a un sacré don là-dedans. Oui, oui, mais je veux dire, on ne peut pas dire que... Mais ça devient de plus en plus, je dirais, politisé également, et de plus en plus on en parle, mais en même temps, c'est pas la majorité des gens. Mais il y a cette tendance-là qui est assez... si on regarde les différentes réquisitions qui ont été faites dernièrement, là, je dirais ça, mais... L'important pour moi, c'est qu'on essaie de réconcilier autant que possible les différences et les différences de pensée, les différences de mouvement. Et je pense que ça se fait de plus en plus, là, pour moi, maintenant. C'est pas évident, mais je ne sais pas. Merci, M. Beauchamp. C'est bon? Oh. Il est tombé. Merci beaucoup. Je peux dire de plus.